Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Credo Lending pour donner du sens à son épargne avec des beaux projets à financer. On est ravis d'accueillir aujourd'hui un projet qu'on avait déjà accompagné il y a 1 an et demi pour l'acquisition de la première opération de la foncière Oikos, le Carmel d'Avignon. Et donc, nous revenons avec le président vraiment du projet Oikos, de l'association Oikos, que vous allez bien comprendre son organisation, avec Raphaël Cornutenard, qui est assez connu dans le milieu chrétien, quelqu'un qui est très engagé, qui va se présenter en quelques mots, et puis on va le laisser évidemment nous présenter ce beau projet avec une nouvelle actualité. Vous l'avez compris, on part en Ardèche, dans l'Ardèche verte, avec ses magnifiques paysages, pour sauvegarder, pérenniser un lieu qui est plein d'histoire. Donc, on est très content que Credo Lending puisse accompagner ce beau projet. Raphaël, bonjour. Bonjour, merci Edouard de ton accueil. Et je suis ravi de vous présenter le projet d'Oikos, qui est avant tout un projet à vocation de service pour l'Église et pour en fait tous nos contemporains à travers une œuvre qui va servir les plus fragiles. Je vais vous raconter ça. Alors donc j'attaque, Edouard. Ok. On peut y aller, exactement. Donc Oikos, en fait, donc moi, d'abord, je suis architecte de métier et on est un certain nombre de personnes engagées dans l'immobilier, à s'être mobilisées sur ce projet-là de façon désintéressée, parce qu'il nous semblait qu'il manquait il manquait un petit quelque chose aujourd'hui. Donc, on a créé ce projet d'Oikos. Oikos, c'est une foncière à impact evergreen unique, comme vous pouvez le dire. Une foncière parce que c'est d'abord un outil qui va acquérir du foncier, acquérir de l'immobilier, bien immobilier, le moins cher possible, de façon à les louer le moins cher possible pour qu'elles aient un impact écologique, un impact solidaire, un impact aussi pastoral ou patrimonial. Voilà. Evergreen parce que ça veut dire qu'on va pas avoir pour objectif de les revendre. Le but de cette foncière, c'est d'acquérir des biens immobiliers, et de les mettre en location et de les conserver le plus longtemps possible. Et unique parce qu'on va se focaliser sur un type de patrimoine, c'est le patrimoine ayant appartenu à des congrégations religieuses. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a aujourd'hui environ 25 000 religieux, religieuses, moines, moniales en France. Il y a 20 ans, et c'est intéressant de voir l'évolution, il y avait plus de 60 000 religieux, religieuses en France. C'est une chute qui peut nous sembler vertigineuse. Et effectivement, elle l'est. Il y a une chute des vocations, on n'apprend rien, mais c'est presque 50% de religieux en moins en une vingtaine d'années, avec un détail et qui est marquant, un chiffre marquant, c'est qu'aujourd'hui, plus de 60% des religieuses ont plus de 85 ans. C'est un chiffre très important. On voit qu'on fait face à un effondrement de la vie religieuse en France. C'est dramatique. Notre conviction, c'est qu'on ne remplace pas un moine qui prie. Et c'est un drame qu'on vit. Néanmoins, il faut faire face à ce drame, le regarder, le constater et se dire avec un petit peu de lucidité, qu'est-ce qu'on peut faire en face de ça. Alors, si on continue à regarder les quelques chiffres, on estime entre 600 et 700 lieux de vie religieuse en France, couvents, monastères. Je ne parle pas des presbytères, je ne parle pas des lieux qui appartiennent à des diocèses, je ne parle pas non plus des écoles, des EHPAD, enfin tous ces lieux où on peut avoir des religieux, je parle des communautés, des petites communautés religieuses, entre 600 et 700 lieux. Et aujourd'hui, on peut considérer que dans les 10 ans à venir, c'est entre 30 et 50% qui vont fermer. 30 à 50% des lieux de vie religieuse en France. Ça signifie environ 250 à 300 bâtiments qui vont perdre leur communauté religieuse dans les 10 années à venir. Si on peut ramener ça, ça fait à peu près 30 ventes par an. 30 pas forcément vendre d'ailleurs, 30 lieux vidés des personnes qui y donnaient une âme. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ces lieux? Alors, il y en a quelques-uns qui vont servir les plus fragiles, il y en a quelques-uns qui vont être confiés à des bailleurs sociaux, mais en fait, beaucoup sont vendus, beaucoup sont transformés en logements, en hôtels, en projets lucratifs. On voit là une image d'hôtel dans une chapelle. Là, c'est un autre lieu qui est abandonné. Il y a aussi des lieux magnifiques comme le village de François qui émerge au milieu de tout ça, et on se réjouit de voir qu'il y a des lieux qui trouvent une seconde vie, un second souffle avec une dimension vraiment religieuse au centre, et en même
même temps au service des plus fragiles. Mais malheureusement, beaucoup de lieux encore, et trop de lieux encore, sont transformés. Là, on voit une chapelle en espace artistique, ou ici, une chapelle qui a été transformée en bar. L'hôtel, aujourd'hui, sert de bar pour faire les cocktails. Alors que toute la statuaire est restée. Alors, on peut dire c'est cosy, c'est sympa, mais quelque part, au fond de nous, comme on se dit, ce lieu perd son âme qui était d'abord d'être un lieu au service d'accueillir les gens qui avaient besoin et qui avaient soif de lieux d'intériorité. Là, on voit encore un lieu près de Limoges qui a été transformé en salle où il y a des fêtes pas possibles voilà, qui sont là. C'est une fête d'Halloween en octobre dernier. Face à ça, on peut se désespérer, mais on peut voir aussi émerger, et il faut constater ça, dans toute la France, et pas que au niveau chrétien, hein, c'est un constat, on s'émerveille de voir partout en France émerger des nouveaux modes d'habitat collectif. Il y a la génération qui arrive, ou une génération qui ont aujourd'hui une trentaine d'années, sont incroyables parce que moi, elles m'émerveillent. Hein. Elles ont une capacité à s'engager, une capacité à vivre différemment, pour beaucoup, dans des modèles de vie qu'on connaît, hein, Simon de Cyrène ou l'Arche, hein, qui a initié ça il y a quelques années, ou enfin beaucoup de communautés, ou beaucoup de j'ai envie de dire, d'habitat, d'inventivité sur l'habitat collectif qu'on voit émerger un peu partout en France. Là, on voit 250 éco-hameaux, c'était un chiffre. Et puis, on voit plein d'associations, dont on en connaît forcément une ou l'autre, des nouveaux modèles d'habitat collectif autour de la solidarité, ou autour même de la pastorale, dans l'Église plus précisément, avec une émergence de beaucoup de foyers étudiants catholiques un peu partout, la communauté du chemin neuf qui crée des lieux de vie comme ça. Et puis, pour celles qu'on connaît plus, comme Lazare ou comme Fratrie, c'est les maisons d'alliance, qui sont des modèles de béguinage un peu innovants. On voit émerger plein d'habitats collectifs innovants. Le seul problème, c'est que jusqu'à présent, certains de lieux accueillent ces projets émergents, mais beaucoup de projets aussi cherchent des lieux sans y arriver parce que ce sont des associations trop jeunes, des mouvements trop jeunes ou trop émergents, ou alors il faut avoir une vision patrimoniale. Il manque un outil passerelle entre ces associations émergentes, ces nouveaux modèles de vie communautaire, collective, et en même temps tous ces lieux qui ferment et qui pourraient abriter ces projets de vie collective si seulement un dispositif se proposait de le faire. Mais un dispositif, je dis, qui garde l'âme des lieux. C'est ce qu'on a, c'est donné comme objectif avec Oikos, hein, c'est non seulement de préserver ces sites hors du commun que sont les lieux de vie religieuse, mais c'est aussi de garder l'âme des lieux. L'âme des lieux, c'est d'abord le service du bien commun, et puis c'est aussi la dimension spirituelle. Donc on a créé cette structure passerelle, qui est Oikos, qui est donc une foncière à impact. Je vais vous la présenter. Notre objectif, il est très simple. C'est acheter à bas prix, de façon à louer à bas prix. Acheter à bas prix parce que on défend l'idée auprès des religieuses que s'ils ont besoin d'argent, c'est tout à fait légitime et naturel, mais que cet argent, on peut peut-être mesurer ensemble leurs besoins de façon à offrir la nécessité, mais qui n'est pas forcément corrélée à une dimension spéculative ou une dimension d'achat au prix maximum. Ça peut l'être parfois et c'est légitime, c'est pas à nous d'en juger. Néanmoins, très régulièrement, et c'est l'histoire récente qui nous l'a montré, c'est pas toujours vrai, et souvent même, les congrégations sont prêtes à faire ce pari de cette œuvre d'Oikos qui permet d'être connecté à l'Église et d'être sûr que ce lieu accueillera des œuvres qui seront conformes à la doctrine sociale à long terme. Et donc, en contrepartie, on va le louer, nous, à bas prix, à des œuvres qui ont du sens. Alors, voilà comment on justifie, entre guillemets, cette pérennité de gouvernance et de lien à l'Église. La foncière qu'on a créée, la foncière Oikos, cette foncière à impact, elle est créée c'est une société en commandite par action. L'associé commandité de la foncière, c'est l'association Oikos. L'association Oikos, comme associé commandité, détient tout le pouvoir de gestion et le conservera, c'est statutaire, il ne peut pas lui être ôté. Dans l'association Oikos, qui donc est l'associé commandité et détient ce pouvoir de gestion sur l'ensemble des biens achetés par la foncière, il y a 2 membres de droit qui sont un père abbé, un évêque. Aujourd'hui, c'est le père abbé de l'abbaye de Solesmes, don Geoffroy Quemelin, et l'évêque, c'est Monseigneur Bozo, l'évêque de Limoges.
À terme, on souhaiterait que ce soit les structures d'église qui mandatent un représentant qui serait membre de droit dans l'association ECOS. Ce membre de droit a un seul droit, c'est de dégager ou de maintenir ou de décider du président de l'association ECOS. Et ainsi, il a une sorte de bouton du nucléaire, ce membre de droit, pour permettre que la gouvernance de l'association et de la foncière, donc, soit fidèle à la doctrine sociale de l'Église, reste dans l'esprit du service des personnes les plus fragiles, un esprit qui ne soit pas une dynamique de spéculative, et une dynamique qui maintienne une présence spirituelle dans ces lieux rachetés par la foncière. Néanmoins, cette structure-là, elle va être assortie d'un dispositif ultra professionnel. Et on voit que c'est aussi quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui pour assurer la survie de ces biens et la transmission de ces biens. La foncière, elle est pilotée par des professionnels. Aujourd'hui, on a une équipe dont le directeur est l'ancien directeur financier de ICAD Santé, qui est une foncière de la Caisse des dépôts, qui est une énorme foncière qui vient d'être revendue. D'ailleurs, un fonds de pension, plus de 3 milliards d'euros. On a quelqu'un qui vient de la promotion immobilière, qui est de chez Link City, qui est le promoteur interne du groupe Bouygues et qui est une personne ultra qualifiée sur la maîtrise d'ouvrage de projets complexes. On a quelqu'un qui vient d'une SEM, quelqu'un qui vient de la finance. On a une équipe de 4 personnes aujourd'hui qui sont dans la foncière et qui pilotent mettre en place ce dispositif, qui sont très compétents et qui ont une véritable autonomie sur leur travail. Et on a créé 2 structures qui font partie des habitudes des sociétés. Un conseil de surveillance qui défend les intérêts des associés et un comité d'engagement qui décide des projets sur lesquels on investit, sur lesquels on va essayer de s'engager et pour y mettre quel projet. Donc voilà un peu le dispositif. Le comité d'engagement est composé d'un certain nombre de personnes, je pourrais vous les décrire plus tard, mais qui sont aussi très compétentes. Et le conseil de surveillance, c'est pareil. On a trouvé des gens très compétents pour chaque responsabilité dans ce dispositif global. Ce qui nous permet d'affirmer, quand on rencontre des congrégations, des communautés, que le dispositif qu'on met en place aujourd'hui, qui a maintenant un peu plus d'1 an, qui est encore un bébé société, une bébé structure, mais en même temps qui se déploie à une vitesse énorme, à une vitesse d'une rapidité folle. On est déjà en train de racheter le 3e lieu, on a un peu plus d'1 an, on en a une 20aine dans les tuyaux, ça va très très vite. Il y a une urgence, il y a un besoin, et on essaie d'y répondre avec une structure solide et pérenne. On s'est fixé des objectifs. Je vous rappelle qu'en 10 ans, c'est 250 à 300 bâtiments qui vont perdre leur communauté. Ça en fait 30 par an, c'est énorme. On n'arrivera pas à tout faire. Et puis, il y a déjà d'autres projets qui se font. C'est le village de François. Leur objectif, c'est d'en faire 1 par an, ce qui serait génial. Et puis, il y a d'autres réalités, on les a décrites, qui reprennent des lieux et qui maintiennent une présence spirituelle et un service des personnes les plus fragiles. Nous, notre objectif, c'est d'avoir faire au moins une 40aine de lieux pendant les 10 prochaines années. Ça veut dire que c'est une montée en puissance. Aujourd'hui, on en a déjà acheté 2, on va en acheter un 3e et puis bientôt un 4e, et donc ça va très, très vite. Mais à terme, notre objectif, c'est de pouvoir acheter 6 sites par an. C'est un investissement prévisionnel d'environ 120 millions sur 10 ans, mais qui se répartit 174 millions d'euros de fonds propres. Ça veut dire que, bien sûr, que quand on a acquis un peu de solidité, il nous faut 2-3 ans, mais quand on aura acquis un peu de solidité, on va aller chercher de la dette pour pouvoir faire croître notre projet sainement. Voilà. Aujourd'hui, Oikos, en 1 an, on a donc acheté 2 lieux. On se voit aujourd'hui pour parler du 3e lieu dont nous avons signé la promesse, nous sommes en cours d'achat, et je vous parlerai du 4e et peut-être du 5e lieu, mais en les esquissant juste une diapo. Aujourd'hui, le 1er lieu qu'on a acquis, c'est le Carmel d'Avignon. Le Carmel d'Avignon, c'est 1,5 hectare. Vous voyez en bas de la photo du haut, la gare centre d'Avignon, l'avenue qui monte tout droit vers le Palais des Papes, et tout de suite à gauche, en longeant les remparts, vous arrivez au Carmel d'Avignon, cet immense jardin de plus d'1 hectare dans les remparts d'Avignon. Et ce bâtiment de 2000 m² qu'on aperçoit sur la photo du bas. Notre projet, c'est d'y accueillir à terme une 40aine d'étudiants, dont un certain nombre en précarité, parce qu'il y a une grande précarité étudiante à Avignon.
une dizaine de 8 ou 10 personnes seniors dans une aile du bâtiment qui leur serait consacrée, qui vivraient en colocation solidaire de seniors, 2 familles qui habitent déjà sur place, un café solidaire et puis bien sûr une programmation culturelle tout au long du festival, mais en fait tout au long de l'année. Le Carmel d'Avignon a déjà accueilli un certain nombre d'événements du festival IN l'été dernier. On noue un lien rapproché avec le festival et les équipes d'organisation. Notre idée, c'est qu'il y ait un lieu spécifiquement chrétien au cœur du festival, qui soit aussi un lieu d'accueil des troupes de théâtre qui proposent des spectacles chrétiens, qui soit aussi un lieu, mais un lieu ouvert à tous. Il y aura un restaurant l'été prochain. Et bien sûr, la chapelle au cœur de tout ça, qui est une chapelle vivante dans laquelle les quelques habitants du Carmel prient déjà tous les jours depuis leur arrivée au mois de juillet dernier. Là, c'est le Carmel, il est sur les rails, il a été acheté aujourd'hui, il y a déjà une première activité qui commence à s'y déployer très progressivement. Le deuxième lieu qu'on a acheté, c'est à Paris, dans le 15e arrondissement, c'est le square Léon Guyot. Quand on aperçoit, on est à une centaine de mètres ou 200 mètres de Convention, métro Convention dans le 15e. Il y a 3 bâtiments aujourd'hui, dont un grand bâtiment principal qui sera conservé, 2 autres bâtiments démolis. Il y a une constructibilité d'environ 3000 m², un peu plus de 3000 m². Notre idée, c'est de créer une oasis de fraternité au cœur de la ville, c'est-à-dire avec à la fois l'association pour l'amitié. J'en parle, mais il n'y a pas encore complètement de certitude, c'est pas signé, mais on aimerait beaucoup que Jeanne Garnier puisse rejoindre. Ils ont un projet qu'ils aimeraient développer ici, on aimerait qu'ils viennent. Et bien maintenant, les choses sont en train de se mettre en place pour créer une unité de fin de vie, pour accueillir des personnes qui viendraient passer 3, 6 mois, 9 mois dans ce lieu, une sorte de colocation de personnes très, très malades, qui cohabiteraient avec l'association Pas l'amitié et partageraient une petite chapelle qui serait créée au rez-de-chaussée du bâtiment. Et puis pour financer l'équilibre de l'opération, on revend un partie du bâtiment qui, elle, est qui a une constructibilité en fond de parcelle. Voilà, donc on est en plein aujourd'hui en train de préparer le dépôt du permis de construire. C'est toute une discussion à la fois avec la ville, avec beaucoup d'acteurs. C'est compliqué à Paris de déposer un permis de construire, c'est très exigeant, donc on a un super architecte qui nous accompagne et on travaille à fond là-dessus. Voilà, ça c'est le deuxième projet. Donc ces 2 projets-là sont déjà acquis, sont sur les rails et on a des modèles financiers qui vont nous permettre d'équilibrer ces projets. Ce lieu était un patronage, hein, Raphaël. Il y avait un patronage autrefois, la chapelle avait été désaffectée et on est en train de réaffecter une pièce au culte. C'est beau. Le 3e site sur lequel on a signé une promesse et pour lequel on est en train de faire une levée de fonds, c'est le Cénacle de La Louvet. La Louvet, c'est un village d'Ardèche magnifique qui est perdu au milieu de rien et en même temps qui dispose d'une basilique parce qu'ici est enterré Saint Jean-François Régis, qui est un saint jésuite, et puis aussi sœur Thérèse Maille-Couder, qui est la fondatrice de la communauté du Cénacle, qui est une communauté qui s'est développée et étendue dans le monde entier et dont la maison mère est à La Louvet. Et en fait, les sœurs sont amenées aujourd'hui à vendre ce site. Comme on l'aperçoit en bas à gauche sur le petit plan, la vue aérienne, il y a un petit décroché dans le terrain qu'on va reprendre, qui est un décroché que les sœurs souhaitent garder une maison là parce que c'est leur attache et qu'elles souhaitent y venir pour se recueillir sur la tombe de leur mère fondatrice. Mais l'ensemble du terrain, qui est un grand terrain pareil, de plus d'1 hectare, dans un lieu magnifique. Bâtiments qui viennent d'être rénovés il y a à peine une quinzaine d'années, entièrement rénovés pour accueillir des groupes et donner des formations. Donc, il y a des salles qui sont prévues pour donner des formations, pour accueillir des pèlerins, mais aussi des retraites. Et nous, le projet qu'on porte là, avec l'association Propolis, qui est une association créée par le couple Les Fisset, c'est un couple formidable qui est engagé depuis des années dans les questions environnementales et qui aspire à créer un centre de formation sur les questions environnementales et sociétales, dans l'esprit de Laudato aussi. Et donc, ce couple a développé ce projet-là dans une première abbaye, mais qui s'est avéré beaucoup trop grande pour eux. Mais pendant 3 ans, ils ont développé le projet, le concept. Ils ont fait. Beaucoup de gens sont passés sur ce site. Ils ont créé et tissé leur réseau. Et donc aujourd'hui, ce réseau n'attend qu'une chose, c'est que se crée ce lieu de formation pour pouvoir venir y passer quelques mois et suivre les sessions de formation. Donc, leur projet, dans le fond, qui est de créer un lieu de formation à l'écologie, en fait, mais qui soit un lieu passerelle
entre le monde profane avec des militants écolos qui peuvent avoir des discours assez radicaux, et en même temps le monde euh, le monde chrétien, et puis le monde aussi des entrepreneurs qui parfois a une vision très réductrice aussi de l'écologie. On voit que l'écologie est un sujet conflictuel aujourd'hui. Et en fait, eux veulent créer un lieu où on se forme de façon apaisée, où on recrée du lien entre des personnes qui ont besoin de réfléchir, de se former à cette question environnementale. Ils sont très habités par l'idée que la question environnementale, la question sociétale, en fait, voilà, que le cri de la terre et le cri du pauvre sont intimement liés, comme le dit le pape François. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir se former avec des formations théoriques, des applications. Le terrain est immense. Et puis la proximité du sanctuaire jésuite qui va assurer une forme d'ecclésialité à ce lieu. Donc, vous voyez, il y a 3 parcours, ça c'est leur modèle, des parcours longs, des parcours courts. C'est sûr que c'est tellement perdu qu'on n'y va pas pour un week-end, hein. Mais en revanche, pour y aller 1 semaine, 1 mois ou 9 mois, c'est un lieu extraordinaire. Donc, on les accompagne, on a signé une promesse et on compte acheter ce site. C'est pour ça qu'on a besoin de votre aide aujourd'hui pour créer ce lieu de formation. Je vous parle en évoquant rapidement les sujets qui vont suivre, les sujets qui vont venir. À Paris, au cœur de Paris à nouveau, dans le 5e arrondissement, on vient d'être désigné lauréat pour reprendre voilà, les 2 immeubles qu'on voit en bande, qui sont à 100 mètres du Luxembourg et qui vont être mitoyens d'un monastère carme. Donc ce lieu, on va y développer une maison avec l'association Annuncio Mission, et le rez-de-chaussée accueillera l'aumônerie de Normal Sup. Donc là, ce sera l'objet d'une prochaine levée de fonds. Et puis, on peut évoquer l'abbaye de Bellefontaine, qui était un lieu sur lequel nous travaillons assidûment pour essayer de créer un projet pour reprendre l'abbaye. Ce sera pour un peu plus long terme. Voilà un peu les projets qu'on porte aujourd'hui. Comment ça marche, Oikos? En 2 mots, il y a une urgence qui est énorme, on l'a vu tout à l'heure, une ambition qui est énorme et qui va de pair. Et on va aller chercher des sous à travers des levées de fonds, à travers aussi des prêts bienfaiteurs, à travers de l'emprunt bancaire et des subventions d'investissement. Mais pour démarrer, de fait, notre premier levier, c'est la levée de fonds, de façon à accueillir des investisseurs. C'est notre modèle, c'est la pérennité du modèle, elle s'appuie là-dessus. Des gens qui vont avoir le désir d'investir et on l'espère aussi de s'investir dans les projets. Un petit panorama des investisseurs. Ce ne sont pas évidemment que des particuliers qui mettent de leur poche, parce que on a accueilli plusieurs types d'investisseurs lors de la première levée de fonds qu'on voit à gauche. En vert foncé, ce sont les investisseurs particuliers, quand même 15%, 16%, c'était pas mal. On a levé près de 2,2 millions ou 2,3 millions de mémoire, tu me diras. Et c'est que des investisseurs particuliers qui ont mis entre 1000, 2000, 10 000 euros pour à nous aider à acquérir et pour investir dans la société. Les grands investisseurs privés, c'est ceux qui ont mis plus de 50 000 euros, qui ont fait la plus grande partie de la réussite de cette levée de fonds, sont des investisseurs qui ont mis entre 50 000 et 500 000 euros. C'est des très grosses sommes et qui sont passées parfois par des véhicules, mais la plupart du temps par pied, mais aussi par leur poche. Enfin, voilà, c'est un personnel. Et puis, les institutionnels. Pour nous, parmi les institutionnels, il y avait, entre autres, et c'est important de le souligner, des congrégations religieuses et des diocèses. Je pense que cet outil qui est au service vraiment du bien commun et de l'Église, enfin en tout cas qui est très lié à l'Église d'une certaine façon, peut être soutenu avec une grande confiance par des institutionnels d'Église, des diocèses ou des congrégations. C'est pour ça qu'on imagine que le panorama des investisseurs va évoluer dans ce sens à terme. Notre stabilité, la stabilité et la rentabilité de notre foncière vont s'appuyer sur d'abord les acquisitions. Évidemment, on achète des biens qui ont une valeur et si notre but, c'est d'acheter des biens qui soient aussi, de les acheter correctement, mais de les acheter à bas prix. Donc, on va acheter des biens correctement placés à des prix qui sont bas. Ça offre une stabilité à une foncière. Deuxième chose, on va aller percevoir des loyers. Toutes les personnes qui vont habiter nos lieux vont verser des loyers. Même les gens qui sont en précarité perçoivent des APL, sont capables de verser des loyers.
Donc, c'est ce qui va assurer la première entrée d'argent, et même l'entrée d'argent de la foncière, et qui va nous permettre à terme d'offrir de la liquidité. Les opérations d'achat et revente, évidemment, sur certains lieux, eh bien, une partie, il faut être intelligent, une partie du bien va pouvoir être revendue, comme on l'a vu dans le 15e arrondissement, c'est environ un tiers de l'opération, de façon à trouver un équilibre sur l'ensemble. Une partie des bâtiments peuvent être revendus, c'est du montage, et ça offre une stabilité aussi à la foncière. Dernière chose, c'est les dons de biens immobiliers. On est en train de créer le fonds de dotation qui va accueillir des legs. On a déjà plusieurs sites, plusieurs opportunités, je veux dire, en tout cas plusieurs chances, c'est que des personnes se posent l'action de nous léguer des biens immobiliers, de façon que ça vienne servir l'ensemble de ce dispositif. Alors, dans ce cas-là, le circuit serait simple, c'est que le fonds de dotation recevrait ce bien et il serait loué en bail emphytéotique à la foncière qui le gérerait, le porterait la gestion de ce bien immobilier et son entretien, parce que de fait, la gestion d'un patrimoine immobilier, c'est pas quelque chose qui s'invente. C'est surtout lié à la question de tenir des bâtiments, quoi. Mais voilà. Donc, des acquisitions, percevoir des loyers, des opérations de rachat-revente, des dons de biens immobiliers, tout ça offre une solidité à la foncière à terme. Alors, investir dans la foncière au Oikos, c'est simple, c'est qu'est-ce que ça va apporter? D'abord, qu'est-ce qu'on propose avec la foncière Oikos à nos investisseurs? Ont une rentabilité très modérée. Soyons honnêtes, on fait de l'impact. Et l'impact a une rentabilité modérée. La rentabilité, elle va s'opérer par la revalorisation des parts à hauteur d'environ 3% par an. C'est une cible qu'on se donne et qui sera, donc c'est au moment de la revente des titres que le propriétaire d'action pourra percevoir cette rentabilité et on espère pouvoir offrir un dividende, mais pas avant 4 ou 5 ans, le temps de stabiliser la foncière. La deuxième chose, c'est la question qu'on nous pose toujours, c'est la question de la liquidité. La liquidité va arriver des actions, va se faire par deux biais. Le premier, c'est que la foncière va percevoir des loyers, va s'endetter aussi, mais va percevoir des loyers. Ces loyers vont permettre de générer une liquidité qui, à terme, permettra de racheter une partie des parts. La deuxième, c'est le marché secondaire. C'est que à partir, et là, dans 7 ans, au terme de l'engagement qu'on demande à nos investisseurs, on proposera une période de marché secondaire au démarrage de chaque levée de fonds. Ce marché secondaire permettra de la revente et du rachat de titres entre actionnaires. Donc l'horizon de placement conseillé, c'est 10 ans parce qu'il nous faut le temps de ce démarrage aussi. C'est une façon de faire confiance à cette entreprise qui démarre. Et puis, voilà le dispositif qu'on propose. On a obtenu un agrément sur le dispositif qui est l'agrément ESUS qui permet de défiscaliser l'investissement pour des investisseurs personnes physiques à hauteur de 25% du montant de l'investissement sur l'impôt sur le revenu, donc avec un plafonnement à 10 000 euros. Donc, c'est reportable sur 5 ans, donc on peut dire que le plafonnement, il peut atteindre 50 000 euros, mais c'est une défiscalisation pour les personnes physiques. Et puis, en revanche, il y a une exonération de l'assiette IFI, ça c'est important, aussi bien pour les investisseurs physiques que quand c'est passe via un family office ou via une structure, c'est exonéré de l'assiette IFI. Voilà, en 2 mots, l'agrément ESUS. Édouard, je te repasse la parole. Qu'est-ce que Credo Lending dit de cet investissement dans la foncière Oikos? Merci beaucoup, Raphaël. Écoute, en tout cas, c'est hyper clair. On va clôturer en effet avec l'ensemble de ce panorama que vous offrez à travers cet investissement, cette opportunité d'investissement. Ça coche évidemment toutes les cases vis-à-vis d'une analyse doctrine sociale de l'Église, vis-à-vis aussi de la personne humaine. Eh bien, ça contribue à son épanouissement spirituel, évidemment intellectuel avec cette formation écologie humaine intégrale, relationnelle avec toutes ces relations humaines qui se créent, et puis l'épanouissement dans son écosystème avec une approche environnementale. Donc, on coche vraiment l'ensemble des cases. Et d'une manière
caractéristiques financières, eh bien, c'est un investissement qui se veut rentable, évidemment, à impact, mais rentable, avec une vraie stratégie grâce à des professionnels de l'immobilier qui vont permettre, évidemment, d'acheter à bas prix, mais de louer à bas prix, mais de générer, malgré ces deux stratégies qui peuvent être, on va dire, à l'opposé, eh bien, ça permet d'avoir une rentabilité quand même significative, hein, puisque à chaque fois, on peut vous donner une fourchette, mais ça donne une rentabilité de 4 à 6% en rentabilité locative sur chaque bien. Et donc, vous avez les 4 à 6% de rentabilité locative. Vous avez évidemment ensuite les frais de fonctionnement de la foncière, et puis vous avez le résiduel qui serait aux alentours de 3% pour les investisseurs. Donc, une rentabilité qui est cumulée jusqu'à la possibilité de revendre. Alors, il faut savoir que pour une personne physique, si vous percevez la réduction d'impôt de 25%, eh bien, vous devez conserver les parts 5 ans. Et pour les personnes morales, eh bien, vous êtes totalement libre, évidemment, puisqu'il n'y a pas cette réduction d'impôt. Donc, voilà, une rentabilité de cible, j'ai envie de dire minimale, de 3% par an, et puis donc une potentialité de revente à terme, donc à travers justement une organisation du marché secondaire, une organisation de la liquidité. Donc, voilà. Nous, on est extrêmement contents de vous accompagner parce que il y a une thématique patrimoniale, spirituelle, immobilière, humaine, voilà, qui nous parle particulièrement. Et on a analysé, audité la gestion de cette première année, et aussi bien la structuration de la gouvernance que la structuration financière, eh bien, on est totalement dans les clous. Donc, les bases sont saines pour eh bien, assurer un développement fort au regard de l'enjeu. Donc, allez-y, ils vous attendent, et c'est bien, vous attendent, et il y a, comme Raphaël vous l'a dit, urgence. Raphaël, je vais te laisser le mot de la fin. Il y a peut-être une précision qu'on n'a pas donnée, c'est que l'investissement se fait dans le véhicule foncier et pas projet par projet. On va, pour chaque projet, faire une levée de fonds, parce que nous n'avons pas de capitaliser la foncière au démarrage. L'idée, c'est qu'on va chercher l'argent chaque fois qu'il y a un lieu à reprendre. Et donc, on propose aux nos investisseurs d'investir pour nous aider à racheter ce bien. Sans ces investissements, on ne peut pas racheter le bien, mais à chaque fois. Mais en revanche, l'investissement se fait dans le véhicule global qui est la foncière Oikos, et donc on devient tous copropriétaires de l'ensemble des sites. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on sera tous copropriétaires du Carmel d'Avignon, comme du 15e, comme du Cénac de la Louvet, copropriétaire, mais pas co-responsable sur les endettements. Hein. C'est vraiment qu'on a la responsabilité que de l'action qu'on achète. Je précise ces points-là sur les questions qui m'ont été posées déjà auparavant. Non, mais pour finir, simplement, on est nous, on vit ça de façon très heureuse comme une urgence, effectivement, qui nous habite, une urgence qui est l'urgence de ces lieux qui se perdent. C'est comme une constellation de lieux sur toute la France qui ont produit une fécondité pour toute la France pendant certains depuis des centaines d'années, d'autres depuis des dizaines d'années, mais des lieux qui ont eu une fécondité formidable, spirituelle, humaine, qui ont été des lieux de ressourcement pour de nombreux hommes et de nombreuses femmes, et qui aujourd'hui, si ils se privatisent, si ils se renferment et qu'ils deviennent du logement purement ou qui deviennent des lieux qui sont dénaturés de leur essence première, c'est comme si cette constellation s'éteignait. Et on vit ça comme un drame. Et donc, il y a une urgence aujourd'hui qui est de maintenir des lieux sources partout en France, des lieux sources d'humanité, de fraternité et de vie spirituelle. C'est à ça qu'on propose aux uns et aux autres d'investir aujourd'hui.